Regardez, regardez ce que Sméagol a trouvé. D'après Galilée, le grand livre de la nature est écrit en langage mathématique. À travers cette capsule, nous allons aborder un chapitre de ce livre, les réactions d'oxydoréduction. Pour introduire cette vidéo, nous allons observer la photo suivante qui représente deux clous. Un à gauche est quasiment neuf, l'autre à droite est un peu plus vieux. Quelle est la transformation qui a fait passer d'un clou à l'autre? Dans le langage courant, on dirait que le clou il a rouillé. Dans le langage scientifique, on va plutôt dire que le clou s'est oxydé. Comment modélise-t-on l'oxydation d'un clou? Pour répondre à cette question, nous allons d'abord définir les conditions nécessaires pour observer l'oxydation d'un clou. Ensuite, nous verrons la notion de couple oxydant-réducteur. Et enfin, nous verrons comment écrire l'équation d'une réaction d'oxydoréduction. Quelles sont les conditions pour qu'un clou s'oxyde? Pour répondre à cette question, on va imaginer l'expérience suivante où on va disposer donc de 5 tubes à essai dans lesquels sera placé un clou. Et on va faire varier les conditions dans le tube à essai. Le premier tube à essai contient uniquement de l'air, donc le clou est en présence d'air. Deuxième tube à essai, on remplit partiellement le tube à essai avec de l'eau, le clou est partiellement immergé dans l'eau. Troisième tube à essai, on remplace l'eau par l'eau de mer. Donc l'eau de mer va contenir des ions, donc le clou sera en présence d'eau et d'ions. Quatrième tube à essai, là on va faire bouillir l'eau. Alors le fait de bouillir de l'eau va permettre de chasser les gaz dissous dans l'eau, notamment le dioxygène. Et vous voyez que entre l'eau qu'on a fait bouillir là et l'air, qui contient lui aussi du dioxygène, on met une épaisseur d'huile qui a empêché le dioxygène présent dans l'air de passer en phase aqueuse, c'est-à-dire de se dissoudre dans l'eau. Et cinquième tube à essai, là on reprend la première situation, c'est-à-dire que le clou est uniquement en présence d'air, mais on a rajouté du chlorure de calcium. La présence du chlorure de calcium va permettre de capter la vapeur d'eau présente dans l'air, donc de capter les molécules d'eau. Ainsi, on va considérer que l'air au contact du clou est déshydraté, c'est-à-dire qu'il ne contient pas du tout d'eau. Voici le résultat de nos expériences quelques semaines plus tard. Alors, qu'est-ce que l'on constate? Dans les 3 premiers tubes à essai, l'oxydation du clou a eu lieu. Par contre, dans les 2 dernières, elle n'a pas eu lieu. Donc on va commencer par s'intéresser par ces deux situations-là. Dans ce tube à essai, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait fait disparaître le dioxygène. Et on voit que l'absence d'oxygène empêche la réaction d'oxydation. Dans le dernier tube à essai, là on avait enlevé les molécules d'eau. Là aussi, vous voyez que la réaction d'oxydation n'a pas eu lieu. Donc conclusion, le dioxygène et l'eau sont nécessaires pour observer cette réaction d'oxydation du clou. Les 3 premiers tubes, on voit que l'oxydation est de plus en plus importante. D'accord. Alors le premier tube à essai, donc l'oxygène était présent dans l'air et l'eau était un petit peu présente dans l'air sous forme de vapeur d'eau, c'est pour ça que l'oxydation a eu lieu. Le deuxième tube à essai, donc là on avait de l'eau liquide, ce qui a favorisé encore plus la réaction, puisque l'eau était encore plus présente que dans la première situation. Et dans la troisième, qu'est-ce qui change entre la deuxième et la troisième? C'est la présence d'ions. Donc on voit aussi que là, la présence d'ions a favorisé cette réaction d'oxydoréduction. Pour résumer ce qu'on vient de voir, on peut répondre à la question suivante: qu'est-ce qui est nécessaire pour qu'un clou s'oxyde? En fait, il faut 2 réactifs, le dioxygène de formule O2 et l'eau de formule H2O. À présent, nous allons nous poser la question: comment peut-on modéliser cette transformation chimique par une équation? Alors, je vous fais apparaître ici l'équation. Donc là, vous reconnaissez le métal fer. On va considérer que le clou est uniquement constitué d'atomes de fer, nos 2 réactifs nécessaires, et on va considérer qu'il se forme des ions ferreux et des ions hydroxydes. Une fois qu'on est là, il va falloir qu'on équilibre cette équation. Donc équilibrer consiste à s'assurer qu'il y ait autant d'atomes parmi les réactifs que parmi les produits, par catégorie. Donc l'atome de fer, vous voyez ici, il est bien conservé. J'en ai 1 et 1. Par contre, l'atome d'hydrogène n'est pas conservé et l'oxygène non plus. Alors je vous montre de suite la solution. Par contre, si je mets un coefficient stoichiométrique 4 ici devant l'ion hydroxyde et 2 devant H2O, ça fonctionne. Regardez, au niveau des hydrogènes, on a bien 2 fois 2, 4 hydrogènes. Et ici 4 hydrogènes. Et au niveau des oxygènes, on a 2 oxygènes plus 2 fois 2, 4 et 4 oxygènes. Donc là, tous mes éléments, tous mes atomes sont bien équilibrés. Maintenant, je vais m'occuper de la charge électrique. Parmi les réactifs, il n'y a pas de charge électrique. Par contre, parmi les produits, j'ai une charge 2 plus ici et 4 fois moins, donc 2 moins. Donc, vous voyez que ce n'est pas équilibré.
produit 2-, réactive 0. Donc il va falloir que je change des coefficients stoichiométriques pour que ça équilibre mes charges. Donc comme là j'ai fixé mon 4, je ne vais pas m'amuser à le toucher lui, puisque je l'ai équilibré là. Donc je suis obligé de modifier le coefficient devant les ions ferreux. Donc je vais mettre un 2 ici, et là ça fonctionne. 2 fois 2 plus, 4 plus et 4 moins, c'est bon. Par contre, je déséquilibrerai mes atomes de fer. Donc là, je vais être obligé de rajouter un 2 ici. Donc là, j'ai équilibré mon équation de réaction qui va modéliser cette réaction d'oxydation du clou. Vous avez vu que le clou a un aspect différent du fer-métal. On considère qu'il y a eu un dépôt d'hydroxyde de fer sur le clou. Et donc l'hydroxyde de fer, vous voyez, en fait, on dit qu'il y a une précipitation de ces deux ions qui vont former donc l'hydroxyde de fer FeOH2. Qu'est-ce qu'un couple oxydant-réducteur? Pour modéliser une réaction d'oxydation, de manière générale, on utilise la notion de couple oxydant-réducteur. Alors on va définir ce que veulent dire ces termes exactement. Qu'est-ce qu'un oxydant? En fait, ça va être une espèce chimique qui va être susceptible de capter un ou plusieurs électrons. L'électron en chimie est symbolisé ici, E minuscule, en exposant le signe moins qui veut dire que c'est chargé négativement. Le réducteur, lui, ça va être l'espèce opposée, c'est-à-dire c'est une espèce chimique qui va être susceptible de libérer un ou plusieurs électrons. Ces deux espèces chimiques vont être liées entre elles par une réaction d'échange d'électrons appelée demi-équation. Voici comment on écrit une demi-équation. Alors notez ici qu'on ne met pas une flèche mais un égal, parce qu'on peut l'écrire dans les deux sens. Oxydant plus un certain nombre d'électrons donne la forme réduite. Donc là, on retrouve notre définition, l'oxydant, il capte. Donc l'oxydant, il capte des électrons et il donne la forme réduite. Inversement, le réducteur, lui, il va libérer. Donc le réducteur, il donne les électrons et il se forme, la forme oxydée apparaît. Pour que ce soit plus concret, là, je vous fais parler des termes, donc oxydant, réducteur, je vais prendre un exemple, et l'exemple du fer. Donc le couple Fe2 plus Fe s'écrit ainsi. Donc quand vous écrivez le couple, c'est toujours, l'ordre est très important, c'est toujours oxydant-réducteur. Par contre, la demi-équation peut être écrite dans les deux sens. Alors, voici la demi-équation associée. Donc, oxydant plus 2 électrons égale Fe. Donc là, vous voyez, au niveau des charges, il y a bien une conservation, puisque là, on n'a pas de charge, et là, on a 2 fois moins et 2 fois plus. Comment équilibrer la demi-équation d'un couple oxydant-réducteur? Contrairement à l'exemple précédent, qui était relativement simple, là, on va prendre un exemple beaucoup plus complexe. Il s'agit du couple dichromate-chromate. Donc, vous voyez, on a affaire à l'élément chrome ici. Donc si c'est uniquement l'ion, on va parler de ion chromate. Et là, comme il y a 2 atomes de chrome, on parle de ion dichromate. Pour équilibrer la demi-équation de ce couple relativement compliqué, on va appliquer une méthode. Ce sera toujours la même, qui va se dérouler en 4 temps. Premier temps, nous allons équilibrer les éléments autres que hydrogène et oxygène. Alors là, je vous fais apparaître donc l'oxydant, l'ion dichromate, et le réducteur, l'ion chromate, avec le égal ici. Et donc, l'oxygène, on ne va pas s'en occuper, on va dans un premier temps s'occuper que de l'élément chrome. Ici, j'ai 2 chromes, là, j'en ai qu'un seul. Donc, pour l'équilibrer, je rajoute un coefficient stoichiométrique 2 ici. Deuxième temps, je vais équilibrer les éléments oxygène en ajoutant de l'eau, H2O. Donc là, j'ai 7 oxygènes. Donc, je vais ajouter ici 7 molécules d'eau. Troisième temps, je vais équilibrer les éléments hydrogène en ajoutant les ions H+, les ions hydrogène. Alors, combien est-ce que j'ai d'hydrogène? Donc, 7 fois 2, 14 là. Donc, je vais être obligé de rajouter ici 14 H+. Quatrième et dernier temps, je vais équilibrer les charges électriques. Et pour ça, je vais ajouter des électrons. Donc, vous voyez, de ce côté-là de l'égalité de ma demi-équation, j'ai une charge de moins ici, 14 plus là, donc ça nous fait 12 plus. De l'autre côté de l'égalité de la demi-équation, là j'ai 2 fois 3, 6 plus. Donc 12 plus, 6 plus, il va falloir que je rajoute ici 6 électrons. Ici donc 6 électrons plus 12 plus, 6 plus et 6 plus. Voilà, ma demi-équation du couple dichromate-chromate est bien équilibrée. Comment passe-t-on de la demi-équation à l'équation d'oxydoréduction? Il faut avoir en tête que les électrons n'existent pas en solution aqueuse, ce qui va imposer que le transfert d'électrons doit se faire entre 2 couples d'oxydants réducteurs. Alors plus précisément, on dit qu'une réaction d'oxydoréduction est une réaction entre l'oxydant d'un couple, imaginons ici OXE, et le réducteur de notre couple, ici RED2. Ce sont ces 2 espèces chimiques qui vont échanger côte à côte cet électron entre eux. Alors là, je vous écris la demi-équation correspondant au premier couple, et maintenant je vous écris la demi-équation correspondant au deuxième couple. Mais comme on vient de dire, alors
que c'est OX1 qui réagit avec RAD2, c'est pour ça que là, vous voyez, on a inversé le sens de l'écriture, on va dire classique, de la demi-équation. Une fois que je suis là, il faut que je fasse en sorte que le nombre d'électrons des deux demi-équations s'annule, de manière à ce qu'il ne reste, quand on va écrire l'équation de la réaction d'introduction, il ne reste aucun électron. Donc la technique est la suivante. Si là je multiplie par N2, donc ici j'aurai N1 fois N2 électrons. De la même façon, je multiplie par N1 la deuxième demi-équation, ici j'aurai N2 fois N1, et donc vous voyez que les deux quantités d'électrons vont bien s'annuler. Donc au final, si je fais la somme de ces deux demi-équations, voilà ce que j'obtiens, donc N2 OX1 plus N1 RAD2 donne N2 RAD2 plus N1 OX2. Pour que ça soit plus compréhensible, je vais prendre un exemple concret. Il s'agit de la réaction entre le métal cuivre et les ions argent. Donc voici ce que l'on a avant que la réaction commence. Donc on a un fil de cuivre qui est immergé dans une solution d'ion argent, Ag+. Et une fois que la réaction a lieu, voilà ce que l'on obtient. Donc, vous voyez, la solution s'est colorée en bleu, ce qui met en évidence la présence d'ion cuivre, Cu2+. Et sur le fil de cuivre, il y a eu un dépôt de petits filaments d'argent à l'état solide. Quels sont les deux couples oxydants-réducteurs concernés par cette réaction d'oxydoréduction? Tout d'abord, nous avons le couple Ag+Ag. Donc là, je vais écrire la demi-équation associée à ce couple. Donc vous voyez là, la demi-équation est relativement simple quand on a uniquement l'ion et le métal associé. Donc c'est Ag+, plus un électron égale Ag. Maintenant, je vais m'occuper du deuxième couple, donc Cu2 plus Cu. Donc là, pareil, la demi-équation associée, elle est relativement simple. Cu2 plus 2 électrons égale Cu. Alors pourquoi 2? Parce que vous voyez, la charge ici des ions, c'est 2 plus, donc il faut 2 électrons pour annuler cette charge. Donc, parce que là, on n'a pas de charge, nous ne devons pas avoir ici de charge. Une fois que je suis là, je vais écrire l'équation de la réaction. Là, il faut se poser la question, qui sont les réactifs? Donc, tout d'abord, commençons par l'ion Ag+. Donc l'ion Ag+ est un réactif. Vous voyez, la façon dont j'ai écrit ici cette équation est la bonne, puisque Ag+ est à gauche de l'égalité, du signe égal. Maintenant, l'autre réactif, c'est le métal cuivre. Par contre là, vous voyez, telle qu'elle est écrite, la demi-équation, ce n'est pas bien, puisque Cu apparaît à droite du signe égal, donc il faut que je retourne cette demi-équation. Là, c'est bien. D'accord, j'ai mes deux réactifs, Ag+ et Cu. Une fois que je suis là, je dois m'assurer que lorsque je vais sommer ces deux demi-équations, il ne reste plus d'électrons. Là, ce ne serait pas le cas, puisque là, j'ai un électron et là, 2 électrons. Donc là, je suis obligé de multiplier par 2 la première demi-équation, ce qui va me donner 2 Ag+, plus 2 électrons égale 2 Ag. Donc les deux électrons vont bien s'éliminer, et il va me rester donc 2 Ag+, plus Cu, donne 2 Ag plus Cu2+. Pour conclure, revenons à la question qu'on s'était posée lors de l'introduction et qui était la suivante: comment modélise-t-on l'oxydation d'un clou? Alors, grâce à l'expérience et en mettant en évidence les conditions nécessaires pour oxyder un clou, on avait pu écrire l'équation de la réaction suivante. Maintenant, je vais vous montrer que grâce aux outils qu'on vient de développer, donc la notion de couple oxydant-réducteur, demi-équation et équation, nous allons retrouver cette équation. Alors, d'abord, mettons en évidence quel est le premier couple qui est mis en jeu ici. En fait, c'est le couple O2H-. Donc, je vous l'écris ici. Et là, je vais écrire la demi-équation associée. Donc, O2, c'est l'oxydant, plus un nombre d'électrons qu'on va déterminer, égale H-. Alors, on ne va pas rigoureusement appliquer la méthode que l'on a vue pour équilibrer les demi-équations, puisqu'en fait, ici, on dit en milieu basique. En fait, la présence d'ion hydroxyde rend le milieu basique, alors que tout à l'heure, on l'a utilisé en milieu acide. Donc, regardez, là, le principe, c'est juste de dire, donc je vais équilibrer les H et les O du côté gauche et droit. Donc, si je mets ici, je rajoute une molécule d'eau ici, et si je mets un 2 devant H2O, j'ai bien 4 hydrogènes et 4 oxygènes, donc il suffit de mettre un 4 ici et c'est équilibré. Maintenant, si je regarde mes charges, là j'ai 4 charges négatives, puisqu'H- est négatif, comme il y a le 4 ici, et là j'ai pour l'instant une seule charge négative, donc si je mets un 4, voilà. Voilà ma demi-équation correspondant au couple O2H- est bien équilibrée. Le deuxième couple, donc lui, il va mettre en jeu Fe2+, et Fe. D'accord? Donc là, j'écris la demi-équation associée à ce couple. Donc là, c'est relativement facile. Vous vous rappelez, là, vous avez l'ion métal. Donc comme sa charge est de plus, il faut ajouter 2 électrons et le métal associé. Là, j'ai retourné la demi-équation. Vous savez pourquoi? En fait, les deux réactifs, c'est bien l'eau et l'oxygène et le fer. Donc le fer, il faut bien que je le mette du côté gauche de mon égalité là.
Une fois que je suis là, je vais bien sommer ces deux demi-équations. Sauf que là, il y a encore un petit piège à éviter, c'est qu'il faut faire en sorte que le nombre d'électrons soit le même ici et là. Donc je vais être obligé de multiplier par 2. Donc si je multiplie par 2, voilà ce que j'obtiens. Et maintenant, je peux faire la somme. Donc j'ai bien 2 fer, 2 Fe, plus O2, plus 2H2O, donne 2 Fe2+, plus 4H-. Donc en conclusion, on peut dire que la formation de la rouille est bien une réaction chimique d'oxydoréduction entre l'oxydant O2 du couple O2H- et le réducteur Fe du couple Fe2+, Fe. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite bon vent les scientifiques. Allez, va-t'en et ne reviens jamais.